on a un petit quiz pour commencer, pour se mettre en jambe. Non, j'ai pas de quiz parce que je vais Non, mais avoir… nous, on l'a fait, on l'a fait. Ah On, bon? on- Alors, on- allons-y. on a préparé un petit, un petit quiz pour se mettre en jambe. Voilà, mais c'est pas trop compliqué. J'ouvre le vote et tu vas pouvoir répondre et puis directement et puis le commenter. Première question. Alors, cher public, allez-y, hein, vous pouvez commencer à voter. La sous-section 3 vise les opérations de maintenance sur des matériaux susceptibles de libérer des fibres d'amiante. Est-ce que ça vise aussi les opérations de maintenance? Et puis deuxième question, la certification est obligatoire pour réaliser une opération en sous-section 4, vrai ou faux? Alors dans chacun, vrai ou faux, allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, voilà. Vous avez fini de voter. Allez, je mets fin au vote. Eh ben, c'est un peu surprenant. Je vous partage les résultats. Cher Ronan, la sous-section 3 vise les opérations de maintenance de Non. matériaux susceptibles de libérer des fibres amiantes. Oui ou non? Vrai ou faux? Non, elle est traitée dans la sous-section 4. Les travaux de maintenance sont traités dans la sous-section 4, bien entendu. Voilà, donc c'était faux, mais il y en a quand même 25% qui sont passés à côté. Et la deuxième question, la certification est obligatoire pour réaliser une opération en sous-section 4, faux à 67%, vrai à 33%. Alors, c'est faux. Et c'est bien un sujet, c'est un vrai sujet, puisque évidemment, on est moins cadré, moins contrôlé, et donc on a des risques qui sont beaucoup plus prononcés en sous-section 4, et notamment Voilà. sur les situations à risque en toiture, travail en hauteur, tout ça, voilà. Mais ça va être l'objet de ton document d'ailleurs que tu vas nous présenter. Tout à fait. Voilà, donc merci pour vos réponses et pour ce sondage. Voilà, c'est parfait. Je coupe juste ma caméra et mon micro et je reviens pour les questions à la fin de ton intervention. Très bien, merci. Alors donc, moi, je voudrais aborder la formation sous section 4, parce que en fait, la formation sous section 4, j'ai fait un constat dans tout le réseau Soprema. On a des disparités assez flagrantes en termes de qualité de formation et d'adéquation en fait avec le besoin et le quotidien en fait de nos opérateurs ou encadrants. On a on a aussi un constat, c'est que c'est très très généraliste et que finalement, quand les gens sortent de manière générale de ces formations, euh, ils ne sortent pas avec du concret, c'est-à-dire comment adapter ça aux situations de leur quotidien. Voilà, c'est quand même, lorsqu'on sort de formation, on devrait pouvoir répondre à ces questions. Et bien souvent, ce n'est pas le cas, ou en tout cas, ce n'est pas assez précis. Et donc, c'est pourquoi nous, on a pris le sujet à bras le corps avec un partenaire. Et donc, on a adapté, en fait, on a adapté un programme de formation de section 4 qui respecte, bien entendu, tout l'aspect, euh, le référentiel réglementaire, bien entendu, mais on a ajouté quelques briques, quelques modules, de manière à ce que nos collaborateurs sortent de ces formations avec les clés et puis les bons usages, les bonnes techniques, les bonnes réponses aussi à apporter aux clients pour travailler en toute sérénité au quotidien lors des interventions nombreuses en sous-section 4. Souvent, ces sujets-là sont abordés sur l'aspect normatif, réglementaire, et en réalité, nos opérateurs, eux, finalement, c'est pas ça qu'ils attendent. La norme, c'est très bien, ils savent bien que ça existe une norme, mais eux, ils veulent concrètement comment s'adapter, comment se comporter en fait face à telle ou telle situation qui sont leur quotidien. Comment s'adapter aussi par rapport aux besoins en fait des clients, aux situations des bâtiments occupés ou pas, des contraintes aussi de fonctionnement de l'industrie, des commerces. Voilà. Voilà, donc on va détailler tous ces points-là. Je vais commencer par vous présenter juste rapidement l'entreprise Soprema. Alors, Soprema, c'est une société familiale avec deux grandes branches. La première, c'est la branche industrielle,
dans la fabrication de produits d'étanchéité, d'isolation et d'équipements de toiture, notamment l'éclairage, les lanterneaux, les voûtes, voilà. Les étanchéités, il y en a de toute nature, étanchéité bitumineuse, PVC, enfin synthétique, liquide. Bon, voilà pour la partie industrielle, qui est donc présente avec une implantation mondiale. Ensuite, on a le réseau donc Soprema Entreprises. Donc là, ce sont les entreprises qui font les travaux, qui est constitué d'agences Soprema et de filiales, avec donc différents métiers. Donc les travaux en toiture, bien entendu, en façade, le service Soprasistance, le service Sopramiante, ou la marque Sopramiante plus précisément, puisqu'elle sert dans différents cas, je vais vous en parler. Tout ce qui est charpente, serrurerie, et puis dernièrement la sécurité incendie. Donc la sous-section 4 sert principalement dans nos services Soprasistance, qui est un service dédié en fait à la maintenance, aux interventions, aux recherches, réparations de fuites. Voilà, c'est nos métiers de service, principalement en toiture, mais c'est décliné aussi sur tous nos métiers, donc bardage, façade, serrurerie, et puis l'amiante, notamment, c'est le sujet qui nous occupe, en sous-section 4. Donc, dans chacune de nos agences filiales, on a des équipes formées pour intervenir dans ce contexte amiante. Les travaux sur amiante, donc on a des agences qui sont donc certifiées 1552 pour le retrait. Donc là, on parle de chantier de retrait, de remplacement de couverture, fibro-ciment, remplacement d'étanchéité qui peuvent contenir de l'amiante. Aussi, on travaille aussi en façade. Enfin voilà, donc tout ce qui est enveloppe du bâtiment. On sait retirer les matériaux et les remettre en œuvre, puisque c'est le cœur de métier, l'amiante n'étant qu'une corde supplémentaire à notre arc pour maîtriser notamment le maintien hors d'eau. C'est une force intéressante, ça évite de devoir conjuguer en fait deux entreprises, une de désamiantage notamment et une qui vient reposer, et donc maîtriser le hors d'eau de manière beaucoup plus sereine. Et c'est ça notre force dans ce domaine. Également, on travaille bien sûr en sous-section 4, je vous en ai parlé, la sous-section 4, on en a besoin notamment sur les couvertures en fibrociment, qui sont des situations, quand on se situe sur une couverture en fibrociment, c'est une situation à un risque, d'une part parce qu'évidemment il y a une présence d'amiante, mais d'autre part parce que c'est une toiture dite fragile. Il n'est pas question en fait, de poser le pied sur cette toiture sans avoir pris quelques précautions indispensables, auquel cas on pourrait chuter de manière imminente. C'est ce qu'on appelle le danger grave et imminent. Et c'est d'ailleurs à partir de ce constat dont je vous parlais au départ, où lorsque les opérateurs, les encadrants qui sont en formation posent des questions très précises sur ces sujets de travail en hauteur, et qui n'ont pas de réponse lors de ces formations, pas de réponse précise, pas de réponse concrète. C'est à partir de ce constat-là en fait, qu'on a commencé à travailler avec un partenaire qui s'appelle Aléa Control, et on a constitué en fait un programme de formation où on va essayer de parler concrètement à nos opérateurs de leur quotidien. Donc, prise en compte des risques connexes, bien entendu. Donc, l'activité du client. Alors, est-ce qu'il reçoit du public? Est-ce qu'il y a une activité qui est maintenue à l'intérieur ou pas? Comment on va protéger l'intérieur du bâtiment pour protéger en fait ceux qui y travaillent? Comment on va se protéger par le dessus? Donc, il y a différentes méthodes pour protéger ces interventions. Et l'idée, c'est que chaque opérateur soit capable de s'adapter dans ces différents contextes. Donc, il faut parler donc, à ce moment-là des supports pédagogiques. On va évidemment parler des situations de notre quotidien
avec des exemples concrets, et l'adaptation aussi des plateformes pédagogiques. Il n'est pas question pour nos étancheurs, couvreurs, bardeurs, de leur montrer comment on décolle une dalle de sol ou comment on perce une peinture amiantée. Ça ne les intéresse pas du tout. C'est mal ciblé, mal calibré, en fait, le besoin, leurs besoins. Et par ailleurs, l'idée aussi, c'est un peu d'ouvrir, de prendre un tout petit peu de hauteur sur la formation dite amiante SS4, en incluant tous ces risques connexes. En fait, le risque amiante a tendance à occulter tout ce qui se passe à côté. Sur certains chantiers de désamiantage, même, on voit qu'on passe des heures et des heures en réunion de chantier à parler du risque amiante, et pour finalement ne parler que très peu du reste. Et le reste est tout aussi important, bien entendu, puisqu'il ne faut pas perdre de vue le risque, il est aussi relatif à chaque métier, au métier de chacun. Et il faut bien entendu les intégrer dans les études préalables par rapport au risque. Donc, avec ce partenaire, on a travaillé à adapter ces supports. Et donc, il y a cet aspect réglementaire de la formation où on doit aborder les points. Bah, c'est clairement réglementaire et donc on n'y échappe pas. Et donc, pour amener toutes ces briques supplémentaires, on a en fait rallongé en fait ces durées de formation qui, théoriquement, pour un opérateur, sont des formations de 2 jours. On a allongé d'une journée pour intégrer nos process, nos propres process et nos bonnes pratiques pour essayer de les déployer au niveau national. Ce qui n'est pas évident puisque quand on prend les choses agence par agence, c'est assez simple, on a les gens sous la main, mais lorsqu'on a un réseau national, pour rendre homogènes les bonnes pratiques, voilà, c'est tout un art. Et c'est pour ça qu'on s'est appuyé sur une formation calibrée et puis adaptée en fait à nos besoins. En prenant en compte que, évidemment, la sous-section 4 ne nécessite pas de certification pour travailler, contrairement à la sous-section 3, où là, en sous-section 3, finalement, on est plutôt sécurisé parce que on est cadré, on est contrôlé, toutes les situations sont prises en compte, c'est vraiment bien préparé en amont. En sous-section 4, on travaille bien souvent sur des interventions d'urgence. La toiture fuit, il faut intervenir de manière urgente puisqu'il y a péril, il y a risque de glissade, risque électrique, voilà. Donc, il faut intervenir rapidement, il faut savoir tout de suite adapter la bonne technique de protection en fait, pour intervenir. Comment protéger une intervention SS4 en toiture? Donc, il faut prendre en compte l'environnement, il faut prendre en compte le moyen d'accès, comment on protège dessus, comment on protège dessous. Je vais vous montrer quelques exemples. Lorsqu'on intervient dans un bâtiment qui est vide, on peut tout simplement mettre un filet, un polyane thermosoudé, ça peut tout à fait convenir, puisque là, il n'y aura pas de risque, il faut juste regarder le risque de chute et le risque d'émanation de fibres dans le bâtiment. Mais finalement, si le polyane vient à être percé par la chute d'un objet ou la chute d'un opérateur, alors il n'y aura pas de risque de contaminer des gens à l'intérieur, puisque le bâtiment est vide. Mais s'il n'est pas vide, alors on peut peut-être utiliser des plateformes d'échafaudage sur lesquelles on va mettre en place, ici, vous voyez, un vrai confinement. Parce qu'en fait, la différence entre la sous-section 3 et la sous-section 4, la seule différence fondamentale, c'est la certification. Il n'y en a pas d'autre. Les modes de protection sont précisément les mêmes. La sous-section 4, ce n'est pas une version allégée de la sous-section 3, pas du tout. Il y a juste la seule différence, c'est la certification. Contrairement à ce que peuvent penser beaucoup de clients ou de donneurs d'ordre, la sous-section 4, ce n'est pas des protections allégées, pas du tout. On peut également protéger nos interventions en sous-face par la mise en place de platelage en sous-face de la toiture avec quelque chose d'étanche, notamment sur les recouvrements. Tout ça. On ne rentre pas dans le détail technique, mais voilà, il existe plusieurs méthodes pour protéger les interventions en toiture. Lorsque on intervient
lorsqu'on intervient en toiture, excusez-moi, je me perds dans mes notes. Voilà. On va prendre en compte, bien sûr, le risque amiante dans toute sa splendeur, on va dire, avec la protection, tout ce qui est base documentaire avec les fiches d'exposition et tout ce qui s'ensuit, tout ce qu'on maîtrise tous, bien sûr, mais aussi tous les autres dangers relatifs en fait à nos métiers propres. Le risque amiante, finalement, c'est un risque qui est palpable, c'est un risque, voilà, on sait, c'est dangereux, on le sait d'ailleurs, c'est pour ça qu'on prend tant de précautions, mais c'est un risque qui va nous rendre malades dans 30, 40 ou 50 ans, voilà, ou peut-être 20, mais c'est un risque à prendre en compte, c'est un risque sérieux. Mais la chute de hauteur, c'est un risque radicalement imminent et tellement soudain qu'on ne doit pas laisser cette possibilité de tomber d'une toiture. Et c'est pour ça qu'on a vraiment appuyé très très fort sur ces formations, notamment SS4, où ce risque est beaucoup plus prononcé, puisque c'est des chantiers qui sont pour le coup moins cadrés, moins contrôlés, et donc souvent moins préparés, puisqu'il y a un degré d'urgence. Donc nos opérateurs, nos collaborateurs doivent absolument savoir se mettre en sécurité et adapter la bonne méthode pour que ce risque ne soit pas présent. Éliminer ce risque de chute. Parce qu'il n'y a pas d'échelle de gravité ou pas d'ordre de priorité entre l'amiante et la hauteur, mais de manière générale, on a tendance à éclipser les autres risques en se focalisant sur l'amiante. C'est un peu ce qui se passe avec le coronavirus. Il y a le coronavirus en ce moment, c'est bien, on ne s'occupe pas du reste. C'est un peu la tendance générale. C'est comme ça. Donc, on a déjà engagé donc, ces formations là, depuis un certain temps. Les retours sont très très bons, notamment pour nos collaborateurs qui sont très satisfaits en fait d'aller dans une formation où on leur parle à eux de leur quotidien. Ils sont satisfaits, mais aussi rassurés puisque on leur a dit comment faire. On leur a dit voilà, on a utilisé notre base documentaire. Donc quand ils vont sur le terrain ensuite, on leur a montré les modes opératoires qu'ils vont utiliser et ils sont en fait ils sont armés pour aller sur le terrain. Contrairement à des formations beaucoup plus généralistes et très très vagues, très vastes, où ça demande ça ne s'adresse des formations très 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 généralistes comme ça ne s'adressent pas à tout le monde. Nous, nos collaborateurs, on doit faire un focus, mettre l'entonnoir en fait sur ce qu'est leur quotidien à eux, tout en gardant bien sûr l'aspect réglementaire de manière générale. En étant bien formé, on peut aussi avoir des bons conseils qui conviennent bien aux situations diverses qu'on trouve chez nos clients. Et du coup, le client peut être aussi rassuré de ce fait. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je sais pas si vous avez peut-être quelques questions. Oui, alors merci Ronan, là j'arrête ta présentation. Merci pour cette présentation. Effectivement, il y a une remarque peut-être de Marc qui dit, mais je vais rebondir dessus, hein, qui dit le contenu théorique de la formation est imposé par l'arrêté du 23 février 2012. Alors si j'ai bien compris, c'est que vous avez vous dispensé cette formation obligatoire et vous avez rajouté du temps pour intégrer vos risques en plus. C'est-à-dire que vous avez Tout à fait. Il est tout à fait impossible en 2 jours pour former un opérateur de satisfaire et à l'aspect réglementaire et normatif qui est cité dans la question là, et d'intégrer également tout ce que nous on voulait faire, donc les former sur nos modes opératoires, sur notre base documentaire, sur nos bonnes pratiques. C'est pour cette raison qu'on a ajouté une journée supplémentaire pour former les opérateurs, notamment. Oui. Une question de Daniel, c'est dans une intervention urgente, l'intervenant ne sait pas forcément s'il y a présence d'amiante. Quelles précautions prendre ou méthode? Alors, ça, c'est un sujet très intéressant parce que, bien entendu, lorsqu'on intervient en urgence, on n'a pas
nécessairement de diagnostic de repérage avant travaux, auquel cas, on a cette possibilité, la réglementation nous laisse cette possibilité d'intervenir sans diagnostic avant travaux, si c'est urgent, si et seulement si c'est urgent, mais alors on intervient sous section 4, comme s'il y avait présence d'amiante. Oui, donc vous prenez toutes les précautions nécessaires. Et puis une dernière question, il y a Marc qui te dit c'est clair, qui précise, rares sont les entreprises qui acceptent de dépasser 2 jours de formation. Bravo pour votre démarche. Voilà, ça c'était la remarque de Marc. Fabien aussi qui demande, y a-t-il des différences de protection entre sous-section 3 et sous-section 4? C'est ce que tu disais, c'est on intervient comme en sous-section 4 comme s'il y avait présence d'amiante, mais est-ce qu'en termes de protection, là je parle de protection individuelle, hein? Oui. Il n'y a absolument aucune différence en termes de précaution, qu'on soit en sous-section 3 ou en sous-section 4. La seule différence qui existe entre la 3 et la 4, c'est bien entendu la certification. Cette certification permet de procéder à des travaux de retrait de matériaux amiantés. Mais la sous-section 4 permet d'intervenir au contact de l'amiante ou dans le cadre d'une réparation, d'une maintenance, enfin pas d'une maintenance, d'une réparation ou maintenance dans le cadre d'un élément d'une intervention très concise. Et dans le temps et dans l'espace, ça c'est défini bien sûr dans le logigramme de la DGT qui est notre référence à tous. Ouais, voilà, merci beaucoup Ronan pour cette intervention.